je vais aller vite sur le début. Déjà, de quoi on parle? On parle de plusieurs maladies. Hein. La histiocytose, c'est un paquet. Et c'est un petit peu le côté génotype-phénotype. Ça va être essayer de voir est-ce que les paquets sont bons ou est-ce qu'il y a moyen de faire des meilleurs paquets, peut-être, en utilisant pas uniquement la clinique, la radio et l'anapath, mais aussi le moléculaire pour aller voir ça. Alors, les paquets actuels, je vous les montre pour avoir une idée de fréquence. Ça, c'est des cas qui ont été revus. Donc vous voyez que c'est la histiocytose de la cellule de Langerhans qui est la plus fréquente, après Erdheim-Chester, après Rosai-Dorfman, et puis après il y a des choses. Et pour l'instant, la seule qui est basée sur le moléculaire, c'est la moins fréquente, hein, c'est les ALK-related histiocytoses. Pour l'instant, le moléculaire n'intervient formellement que là, mais peut-être que ça changera un jour, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis après, sur quoi on travaille? Sur des biopsies, puisque c'est des infiltrations tissulaires, et ça vous donne une idée de ce qu'on reçoit comme prélèvement. Donc il y a surtout de la peau, un peu d'os. À cause de Julien, il y a pas mal de péririns, parce que c'est surtout les Erdheim-Chester qui sont faits en péririns. Le système nerveux central, c'est quand même pas si rare que ça. Hein. Il y en a quand même, il arrive en 5e position, c'est pas exceptionnel quand même. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme mutation? En fait, il y a deux grandes catégories de mutations. Dans le rectangle rouge, ici, vous voyez, il y a des mutations qui sont sur la voie des MAP kinases. Et la voie des MAP kinases, je vous l'ai remise ici. Hein, ça part de la surface, et puis ça va à l'intérieur du noyau pour les facteurs de transcription. Et puis, il y a pas mal de gènes, et tous les gènes qui sont inscrits ici, globalement, peuvent être impliqués. Alors, ce qui est particulier actuellement, enfin, dans un panorama d'un travail qui n'est pas si ancien quand même, vous voyez que c'est quand même assez varié. Alors, il y a un grand gagnant, c'est BRAF, la mutation V600E de BRAF. Et puis après, il y a quand même pas mal d'autres gènes, et ça varie suivant le type d'histiocytose. Alors, des fois, il n'y a pas beaucoup de cas. Il faut pondérer un petit peu les variations de fréquence, mais globalement, pour les maladies les plus abondantes, c'est quand même assez. Ça donne quand même une idée, avec donc des camemberts de couleurs qui sont assez différents d'une maladie à l'autre. Et donc, on pourrait être tenté de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas arranger plutôt par gène que par type de maladie, quoi. Alors, je vais commencer par la plus fréquente, hein, le grand gagnant. En gros, c'est la première qui a été vue. C'était il y a maintenant 13 ans. C'est pas si vieux que ça quand même. C'était donc la mutation V600E de BRAF qui était devant. Et puis, effectivement, on la retrouve dans certains types d'histiocytose, Langerhans et Erdheim-Chester, beaucoup moins dans d'autres. Initialement, on avait même commis une erreur en publiant qu'il n'y en avait pas dans les autres. C'est pas complètement vrai, il y en a de temps en temps, dans 1% des autres, peut-être on arrive à en trouver. Mais bon, globalement, c'est principalement dans ces maladies-là. Maintenant, on les détecte par des techniques assez ciblées. Hein. Là, c'est le contraire du NGS, parce qu'on essaye de descendre avec une profondeur de sensibilité qui est plus importante. Et puis en plus, c'est monomorphique, donc c'est relativement simple à détecter. Quel est l'intérêt de les voir? Il y a le côté pronostic, hein, chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est pas encore tout à fait évident, mais les enfants qui ont une atteinte, qui ont BRAF V600E ont un pronostic plus mauvais, plus de récidives, etc. Chez l'adulte, Erdheim-Chester, il y a un peu plus d'atteinte cardiaque. Et puis surtout, ce sont seulement ces patients, et ça c'est vraiment important, et ça serait bien qu'on avance un jour là-dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a que ces patients qui ont une atteinte possible, une atteinte neurodégénérative, qui est quand même une complication grave, tardive de ces maladies. Et puis, j'en aurai peut-être le temps d'y reparler avant la fin, on le détecte éventuellement dans les monocytes et dans les progéniteurs hématopoïétiques. Et puis bien sûr, ce qui est très important pour ces mutations, c'est que ça permet de traiter les patients. Augusto vous en a parlé, ça permet de traiter les adultes de façon très efficace, et puis ça permet également de traiter les enfants de façon très efficace. Alors je vais passer aux autres parce que c'est les moins connus. Alors dans BRAF, il y a d'autres zones qui peuvent être mutées, et notamment il peut y avoir des délétions qui touchent une petite séquence régulatrice de BRAF. Celle-là, donc BRAF V600 on détecte en PCR ciblé, puis toutes les autres on les fait en NGS maintenant. C'est plus simple, effectivement. On a un panel dédié qui permet, on a 80 gènes dedans. Chaque année on essaye d'en rajouter un petit peu ou d'en enlever ceux qui n'ont vraiment rien, et puis comme ça on s'en sort. Et donc ces mutations-là, vous voyez, c'est quand même pas des énormes séries, mais on a un peu plus d'une cinquantaine de patients. Alors chez l'enfant, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose de particulier chez ces patients. Par contre, il y a une étude qui est en cours de finalisation avec Mathias Papeau, et chez l'adulte, avec presque une trentaine de patients, il y a quelque chose qui est assez troublant qu'on avait vu initialement, c'est qu'il y a presque la moitié d'entre eux qui ont une atteinte hépatique, une cholangite sclérosante, ce qui est quand même pas si fréquent que ça dans les histiocytoses. C'est connu, mais enfin bon, c'est quand même, il y a vraiment une grosse augmentation.
Et puis chez les femmes, donc il y avait à peu près la moitié de femmes dans cette série, il y avait beaucoup qui ont une atteinte vulvaire aussi, ce qui est bizarre. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des phénomènes de flore existante ou autre chose? On parlait d'environnement tout à l'heure. Est-ce qu'un environnement dans différentes régions de l'organisme, est-ce que ça peut jouer? Je ne sais pas, mais ça serait intéressant de trouver. Je change. Alors, je suis désolé, ça va faire un peu catalogue. Et puis, en plus, je vais essayer de ne pas aller trop lentement. Donc, je change de gène. Et puis, on va essayer d'en passer comme ça quelques-uns. Donc, un autre travail qu'on a fait assez récemment, c'est sur les mutations de MAP2K1. Donc, en fréquence, c'est le deuxième. Il vient juste après BRAF. Il est juste en dessous. Hein, ça code pour MEC1, qui est juste en dessous de BRAF dans la voie de signalisation. En fait, là, c'est un peu plus polymorphe, hein, puisque BRAF, on a principalement quand même la B600E. Là, on a quand même pas mal de variants différents, vous voyez 64 là. On trouve ces mutations, alors on avait là une belle série, on s'était associé avec des collègues du MSKCC, on avait une belle série de patients à tout âge, avec toute localisation, tout type d'histiocytose. Il n'y a pas de favoritisme hein, pour la mutation MAP2K1, et voilà ce que ça donne en termes de différence. En fait, chaque ligne, c'est un patient différent, donc vous voyez que il y a soit des substitutions d'un seul acide nucléique, soit des courtes délétions ou insertions ou combinées dans des régions qui sont assez particulières. Ça peut aller un petit peu plus loin là-bas, mais globalement, c'est assez. Il y a plein de différences. Donc ça, bon, on avait regardé, c'est purement descriptif. Hein, on regarde ce qu'on voit. Il y a quand même quelque chose qui nous a troublé, c'est que en fait, si on les sépare comme ça en type de mutation, soit les substitutions, les SNP, soit les délins, en fait, on trouve les maladies complètement différentes. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de orange, et ici, il y a surtout du bleu. Les bleus, c'est les Langerhans. En fait, les Langerhans, elles font pratiquement que des délins, alors que les autres, ils font un petit peu de tout. Ils font essentiellement des SBS, et il n'y a pratiquement pas de Langerhans ici. Alors, comment se fait-il qu'un type de mutation donné arrive dans un type d'histiocytose? Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé la raison, mais enfin, c'est quand même assez intriguant, ça, ce genre de choses. Et je ne l'ai pas vu, peut-être que d'autres gens ont des idées, hein, je suis preneur, mais je n'ai pas vu ça dans d'autres types de tumeurs, cette espèce de variation de type de mutation en fonction de la nature de la tumeur. Je n'ai pas vu d'autres exemples. Et puis il y a un autre intérêt pour MAP2K1, c'est que, et ça c'est encore en cours, clairement, les patients, on peut les traiter. Hein, on peut les traiter non plus avec des inhibiteurs de BRAF, mais avec des inhibiteurs de MEK, un petit peu en dessous. Mais il y a eu un très beau papier qui a été montré in vitro et qui est vérifié par d'autres hein, depuis, c'est qu'il y a différentes classes de mutations, puisque c'est très varié, il faut essayer de faire des petits groupes. Et donc il y a la classe 3, et la classe 3, ils sont résistants, vous voyez les rouges là, ça répond pas du tout in vitro aux anti-MEK. Donc c'est vraiment in vitro, il n'y a pas à s'interroger, c'est résistant aux anti-MEK. Il se trouve que chez les patients, c'est pas vrai. Il y a une forte discordance avec le in vitro parce que là c'est encore en cours, hein, mais il y a 14 patients qui ont ces mutations de classe 3, qui ont reçu des inhibiteurs de MEK, et la plupart ont répondu à ces inhibiteurs. Donc il y a une énorme discordance entre le in vivo et le in vitro. Alors le pourquoi, c'est en cours. Et là encore, avec les collègues du MSKCC, il y a des souris transgéniques qui ont l'air de répondre un petit peu quand même. Donc effectivement, ce serait pareil chez la souris. Bon, j'espère qu'on va arriver à conclure cette affaire un de ces jours. Alors après, il y a des travaux... voilà, j'aurais voulu faire ça hier soir en faisant les diapos, mais voilà, sur Caras et Nras, non, il y a encore du boulot à faire. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Il y a pas mal, pourtant il y a de quoi maintenant faire un beau travail, je pense. Non, il y a quand même des aspects un peu différents comme ça qu'on a vu au fil, qu'il faudrait reprendre précisément, mais globalement, ces patients-là, ils ont assez souvent, plus fréquemment, je pense, des leucémies monocytaires, que ce soit les enfants ou les adultes. Ils ont des proliférations monocytaires chroniques, et c'est plus souvent ces patients-là. Et puis il y a des formes un peu particulières. Vous voyez, ça c'était une étude qu'on avait fait en particulier avec François Chasset. Il y avait 3 patients qui avaient une LMMC et puis qui avaient de gros xanthelasma, et c'est tout. Alors on les avait appelés à l'époque des Erdheim-Chester. Est-ce qu'on avait raison ou pas? Je ne sais pas bien, mais il se trouve qu'on en a vu d'autres depuis, et que parmi ces patients, il y en a quelques-uns qui, quelques années après, finissent quand même par avoir une atteinte osseuse, etc. Donc probablement que c'était pas idiot de les appeler Erdheim-Chester, bien qu'on ait été critiqué à cette époque-là par des dermatologues, mais en pratique, il y a une espèce de... Alors est-ce que c'est des localisations cutanées d'une leucémie? Est-ce que c'est des sarcomyéloïdes en gros, ou est-ce que c'est vraiment des débuts d'Erdheim-Chester atypiques ou des choses comme ça? Mais
je pense que ça va amener à discuter ces aspects d'association entre des hémopathies plus primitives et puis des histiocytoses. Alors, après, je continue mon catalogue, mon inventaire. Il me reste encore un peu de temps. Vous m'arrêtez quand je me tais, voilà. Je continue mon inventaire. Alors, j'ai pas encore parlé des histiocytoses malignes. Il y a des formes très agressives d'histiocytose. Et alors, on les a différenciées, contrairement à ce que fait l'OMS, on les a différenciées entre primitives et secondaires. Secondaires, c'est quand elles sont associées à d'autres hémopathies, comme des lymphomes folliculaires, des LLC, ou éventuellement des myélopathies myéloïdes un peu plus rarement. Et en fait, là, on a pour un gène particulier qui est situé ici, hein, PTPN11, on a 18 patients et ils ont tous une histiocytose maligne. Là, c'est vraiment, et une histiocytose maligne primitive. Là, c'est vraiment un gène qui est associé à la méchanceté. Vraiment, il est purement méchant. Alors que pour les autres, finalement, on se retrouve un peu dans tous les camps. Et il y a aussi des histiocytoses malignes qui ont des mutations dans les autres gènes. Mais PTPN11, pratiquement, c'est peut-être pas même plus la peine de regarder l'histologie. Maintenant, c'est malin. Point. En tout cas, pour ces 18 patients. Après, qu'est-ce qu'on peut voir comme différence avec les malignes secondaires? Ben, elles, par rapport à la dernière question qu'il y avait sur le web tout à l'heure, elles, en fait, c'est des patients qui ont des lymphomes folliculaires, des LLC en particulier, et en fait, quand on voit apparaître l'histiocytose maligne secondaire, il y a toujours une mutation de la voie MAP2K1. Donc, en fait, c'est une mutation surajoutée dans ces cas-là au lymphome. On retrouve la translocation 14-18 dans les cellules, etc., mais il y a en plus une mutation de KRAS ou de NRAS ou de MAP2K1, très rarement BRAF, mais c'est plutôt ces gènes-là. Donc là, par contre, c'est vraiment une mutation secondaire qui est associée clairement au changement de truc. Et puis, le plus intéressant, il faut que j'accélère encore, c'est les fusions. Alors, les fusions, ben, on les voit par des techniques qui sont assez chouettes hein, maintenant. En fait, on met une sonde d'un côté, on appelle ça le gène cible, et puis on dit à la sonde, vas-y séquence, et va voir ce qu'il y a en face. Et puis, quand la séquence arrive, elle tombe sur des trucs, là, ce que vous filtriez tout à l'heure, elle tombe sur un truc, on lui dit, c'est quoi ce que tu as trouvé? Ben, là, c'est celui-là, là, c'est un autre. Bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis, on a des ARN qui sont pourris dans nos prélèvements fixés en paraffine, mais des fois ils sont suffisamment longs. Donc on avait une deuxième sonde ici. Effectivement, on l'a vu avec deux sondes, celle-là et celle-là, tout simplement parce que l'ARN est suffisamment long pour que la séquence emporte les deux. Mais habituellement, nos ADN sont vraiment très mauvais, donc on a juste une sonde qui passe dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme panorama avec ça? Eh bien voilà, on a des temps, ça c'est le gène cible, et puis c'est ses partenaires. En fait, c'est souvent très volage les fusions, avec des partenaires très variés. Alors, vous voyez, par exemple, pour BRAF, on a pratiquement toujours un partenaire différent, extrêmement volage, et puis pour d'autres, on a 50% avec un partenaire, et puis éventuellement d'autres qui arrivent un petit peu comme ça. Donc ça, c'est important, parce qu'en termes de détection, ça change un peu la donne, et ça ne va pas forcément être si facile que ça. Et puis, ce n'est pas les mêmes partenaires, ni les mêmes fréquences que dans d'autres tumeurs. ALK, vous savez qu'on le voit dans le cancer du poumon aussi, mais ce n'est pas du tout avec les mêmes partenaires dans le lymphome anaplasique non plus. Hein. Vous voyez, le gène du lymphome anaplasique, il est là. Il n'est pas avec ALK, il est avec NTRK. Donc voilà, on a vraiment changé de type de tumeur. Alors, ben, avec ces fusions, il y a une histiocytose qui a été bien décrite maintenant, qui est l'histiocytose ALK. Alors, il y a un aspect qui est souvent de xanthogranulome, comme ici, ça ressemble, c'est pratiquement la même photo que vous a montré Augusto, hein, c'est comme l'air d'Alchester, quoi, sauf que c'est pas les mêmes mutations. Et donc, bah, quand on fait un marquage en immunohistochimie, c'est assez simple, on voit bien. Ce qu'on a trouvé dans ces formes d'histiocytose, c'est quand même des particularités cliniques, et c'est important, parce que si c'est juste du moléculaire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et là, en fait, il y a la moitié de ces cas, de ces patients qui ont une atteinte neurologique. Et donc il y a vraiment une corrélation avec le phénotype là pour le coup, puisque vraiment ils ont une atteinte neurologique fréquente, et je vais vous montrer quelques exemples. Ouais, bah ça c'est encore des photos. L'avantage aussi clinique, c'est qu'ils répondent tous aux inhibiteurs, quel que soit l'inhibiteur, hein, du moment que ça finit par inhib et que ça commence par ALK, ça marche chez ces patients-là, et ça marche de façon vraiment efficace. Hein, voilà quelques exemples. Quand c'est des ados comme ça, avec une grosse tumeur dans la tête et que ça disparaît, ça fait plaisir, quoi. Et puis voilà, l'autre exemple à côté, encore un exemple, la chirurgie n'a pas suffi, et puis ça a repoussé, et puis ça disparaît. C'est vraiment, ça vaut le coup d'aller chercher ces fusions. Quoi. Ça peut servir pour les patients. C'est pas que de la science.
Alors pour les autres, on est encore en cours de travail. Par exemple, je vous montre ici les NTRK. Ce qu'on a vu pour les NTRK, c'est que c'est quand même principalement des atteintes cutanées. Alors je vous ai dit pour la HALK qu'il y avait beaucoup d'atteintes neuro. Là, dans la série qu'on a en France, c'est pratiquement que cutané. Mais il y a quand même, on est en train de s'associer avec d'autres groupes pour augmenter un peu la série. On arrive à une quarantaine. En pratique, il y a quand même quelques formes disséminées. Il y a quelques cas qui ont bénéficié d'une thérapie ciblée, parce que vous savez qu'un NTRK, c'est aussi une cible. Et donc, potentiellement, ces cas-là, ils peuvent être traités. Là encore, l'immunohistochimie peut être utile. On peut les voir facilement en immunohistochimie. Après, il y a eu, en 2015, il y a eu une fusion qui était considérée comme importante pour un type d'histiocytose particulier, à cellules indéterminées. Et puis, juste après quelques années après, il y a eu un autre cas qui disait, dans les learning points, voilà, il y a une mutation spécifique. Ouais, on a essayé d'avoir un peu plus de cas de ce genre d'entité, et en fait, quand on a une quarantaine de patients, cette fusion, elle n'est pas spécifique, elle est dans 10% des patients, et elle a également été décrite depuis dans d'autres types d'histiocytose. Donc, cette fusion, elle est intéressante en soi, elle n'est pas cible pour l'instant, elle ne peut pas être ciblée par une thérapie, mais elle n'est pas spécifique d'un type d'histiocytose en particulier. Je continue à avancer. Oui, après, je crois que j'ai presque fini. Après, on a quelques fusions qui sont vraiment des trucs de perles rares, mais qui sont quand même une aubaine pour les patients, potentiellement. Là, c'était une petite avec une mutation une fusion qui n'a jamais été décrite. Et Nimrod est encore en train d'écrire le travail, mais ça a été assez fantastique, parce que initialement, on s'est un peu planté quand même, puisqu'on n'a pas. Moi, j'ai pas cru que c'était une histiocytose. Il y a eu une greffe de moelle pour son aplasie, et puis elle a récidivé sous forme d'histiocytose, et maintenant elle est en rémission complète sous sirolimus. C'est quand même assez chouette avec ce genre de fusion. Et puis là, c'est lundi, cette semaine, un petit bébé de Necker avec une fusion, là encore, je crois que nous on l'avait pas vu encore celle-là, mais elle est décrite dans la littérature, dans un cas avec une très bonne réponse à une thérapie ciblée. Donc ça vaut le coup d'aller chercher ces fusions, parce que de temps en temps on peut quand même traiter les patients, et ça on sait qu'avec les thérapies ciblées dans l'histiocytose, ça marche vraiment très bien. Le défaut, c'est qu'on sait aussi que quand on les arrête, ça repousse. Alors après, je ne sais pas s'il reste encore 2 minutes ou pas, ou... Ouais. En pratique, ces mutations, il y a un autre élément qui est, où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'on les trouve dans nos histiocytes, ici, ou est-ce qu'elles arrivent avant? Et bien, en fait, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. On en trouve des fois dans les monocytes. On en trouve des fois dans les cellules progénitrices, les progéniteurs hématopoïétiques. La question, c'est à quel moment, mais pas chez tous les patients. Par exemple, dans Erdheim Chester, c'est à peu près 1/3 qui en a dans la moelle, donc pour lesquels on trouve des progéniteurs, et pour les autres, on ne les trouve pas. Alors, est-ce qu'on n'est pas assez sensible? C'est des VAF qui sont très faibles. Est-ce que la fusion, l'événement génétique oncogénique apparaît ici? Est-ce qu'il apparaît ici? Est-ce qu'il apparaît ici? Je pense que les trois sont vrais. Est-ce que les malades qui ont ces séquences d'apparition différentes ont le même pronostic? Ça serait intéressant à regarder. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait imaginer que ceux pour lesquels ça apparaît plutôt précocement et un pronostic plus grave, est-ce que c'est pas ceux qui aussi donnent les formes mixtes, et est-ce que c'est pas ceux qui ont aussi les MMC, etc. Alors bon, là il y a du travail à faire, et voilà, il faudrait plus de 800 patients, quoi. Il faudrait faire mieux encore. Et puis, pour combiner avec ça, et je reprends un petit bout de diapo que Augusto vous a montré, il y a l'hématopoïèse clonale. Et l'hématopoïèse clonale, est-ce qu'elle est plutôt avant la mutation oncogénique BRAF ou après? Là encore, on ne sait pas bien où placer ça. On a quelques exemples des deux côtés. On a l'impression que au départ, c'est pas forcément si clair que ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que TET2, en général, on le voit dans beaucoup de cellules, c'est 50%, ou des fois même homozygote, alors que BRAF dans la moelle, on est en général à des VAF de 1%, c'est-à-dire que BRAF ne permet pas aux cellules, en tout cas au CD34 de pousser, il ne permet pas non plus aux monocytes, c'est généralement très faible dans les monocytes. Par contre, il est en phase terminale de différenciation, là par contre, il y en a beaucoup. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour les autres mutants. Quand on a une mutation KRAS ou NRAS, là par contre, il y en a beaucoup dans les monocytes. Donc c'est différent. C'est probablement qu'ils ne vont pas faire pousser les cellules à même stade de différenciation. Donc là, il y a encore du boulot. Voilà, merci beaucoup.